Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Dans la Bastide de Montflanquin, l'art contemporain essaime sans complexe depuis bientôt 30 ans, à découvrir dans notre premier focus. Pour notre rubrique Vue, la photographe Maïté Echeverria propose un regard fantomatique sur une île de l'estuaire de la Gironde. Rendez-vous au bout du monde à Saint-Symphorien avec l'illustratrice taïwanaise Li Qilin. Le festival Pampa réinvente un théâtre accessible, généreux et exigeant au milieu de nulle part. Un focus qui fait aimer le théâtre. Depuis Soulac dans le Médoc, découverte du beau roman La Belle n'a pas sommeil d'Éric Holder. Et si Sarlat était la ville la plus cinégénique de la région ? Rendez-vous avec 600 lycéens pour la 27e édition de son festival du film, un grand format vitaminé. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Nichée au cœur de la Bastide de Montflanquin, Pollen accueille depuis bientôt 30 ans de jeunes artistes en résidence, mêlant joyeusement recherche, rencontres, expositions et médiation autour de l'art contemporain. Comme ici avec une classe du collège voisin autour du travail de Roland Fourman. Roland, il se définit pour ce travail-là comme un cueilleur. C'est-à-dire qu'il est allé dans Lot-et-Garonne, en Dordogne, en Gironde, récupérer des images de ces palombières. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est leur forme, ce qu'elles renvoient à l'architecture, à la construction. Mais elles sont un peu différentes. Oui, elles sont toutes un peu différentes. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous présente cette série de photographies. Comment on pourrait appeler ça, en fait, cette série d'images ? Adrien ? Une collection, exactement. J'étais résidente, artiste ici à Montflanquin. Un jour, je suis tombée par hasard avec mon VTT aux forêts. Je me retrouvais devant une palombière. Et une palombière perchée, il faut dire. On pense que ce sont des structures, des habitations, des extraterrestres. Quelqu'un qui ne vient pas d'ici ne peut pas comprendre ce qu'ils font. Pour tout le monde, ça peut être peut-être une folie. Il y a un potentiel de créativité, des formes, des sculptures qui, pour moi, comme artiste, je vois ça plutôt comme des œuvres d'art. Le principe même de Pollen, c'est d'accueillir des artistes qui travaillent librement. Donc chaque artiste a un projet singulier et est amené à le développer librement durant 3 mois. Donc on ne sait jamais trop ce qui va se passer et c'est tout l'intérêt de cette structure, c'est de laisser un espace de champ libre aux artistes et de ne pas préformater ce qui va s'y passer. Depuis quelques jours, l'artiste Agathe Berthouveille s'est installée à Pollen, où elle mène un travail entre logique et humour. La preuve par l'exemple. D'abord, pour expliquer quand est-ce que la piscine était pleine ou vide, il fallait expliquer quels étaient les termes plein et vide. Parce que on sait bien que quand on dit qu'une piscine est pleine, c'est qu'elle est pleine d'eau, et qu'elle est vide, c'est aussi qu'elle est vide d'eau. Parce que si on dit qu'elle est vide d'air, ça veut dire qu'en fait elle est pleine d'eau. À moins qu'elle soit ni pleine d'eau ni pleine d'air, donc pleine de rien et vide de tout, et dans ce cas-là, elle est pleine de vide. Fait comme des conférences ou des démonstrations de logique fictive. Donc, je m'inspire beaucoup de mathématiques parce que je suis très intéressée au rapport à la logique, à la démonstration, au raisonnement, et je crée des fictions. En ce moment, je fais des recherches sur l'horizon. C'est vrai qu'ici, à Pollen, on est à Montflanquin, on est sur une bastide qui est en hauteur, et c'est vrai qu'on a vraiment un champ de vision très très large. Mais bon, c'est pas encore... je fais des recherches, donc c'est pas encore décidé. Peut-être que je travaillerai pas du tout là-dessus. Retour parmi les élèves du collège de Montflanquin pour un atelier palombière.
Avoir Pollen juste à côté, c'est vraiment génial. Le fait que ce soit une structure pointue en milieu rural, c'est vraiment très important parce que c'est vrai que les élèves n'ont pas forcément l'occasion avec leurs parents de sortir, d'aller dans des lieux d'art contemporain et d'avoir accès aussi à une médiation et du coup de comprendre bien les œuvres, de pouvoir rencontrer des artistes. Et tout ça, grâce à Pollen, ils peuvent l'avoir. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. À quelques kilomètres de Bordeaux, l'estuaire de la Gironde abrite un chapelet d'îles. Interpellée il y a quelques années par l'engloutissement de l'une d'entre elles au large de Pauillac, la photographe bordelaise Maytetxu Etxeberria a décidé de photographier les paysages et visages qui peuplent l'île Margot, un îlot de 300 mètres de large sur 1 km de long et sur lequel se trouve l'un des derniers domaines viticoles insulaires du Bordelais. Le territoire est dur, il n'y a rien d'idyllique, il est puissant, oblige à se confronter aux éléments, précise la jeune femme qui fait dialoguer visuellement ces lieux fantomatiques et les ouvriers agricoles qui y travaillent. Tous portaient une coiffe, comme cette jeune ouvrière agricole espagnole, sorte de déesse des vignes, ajoute la photographe qui revendique des influences du côté de la peinture flamande. Cette série d'images en argentique, elle l'a aussi conçue comme un voyage au cœur de la lumière. Les premières photographies sont en pleine lumière, sous le soleil, puis petit à petit, je plonge dans le brouillard. Le blanc permet de ne garder que l'essentiel, de travailler avec le vide. Une série à la lumière très douce, très enveloppante, portée par le silence. Et si le chalet Mauriac de Saint-Symphorien devenait l'épicentre d'une tribu de l'île de Taïwan? Connexion immédiate avec Litchiline, son ambassadrice. En fait, depuis petite, j'aime toujours dessiner, mais malheureusement, j'ai été un élève qui a très bons résultats scolaires, qu'on m'oriente plus vers faire d'autres études que les études en art, en fait. Et puis finalement, j'ai décidé de travailler dans l'illustration, jeunesse, et puis j'ai décidé de peaufiner quand même ce côté-là, et que j'ai décidé de venir en France pour faire des études en illustration. Fouda Fouda, c'est mon deuxième roman graphique et comme mon premier livre, Formose, il est aussi sur Taïwan, mais dans ce livre-là, je suis plutôt comme un reporter. Je parlais d'une copine qui a quitté la capitale, qui s'installe dans un village des Aborigènes et travaille dans l'agriculture bio, et en même temps, elle est militante écologique pour défendre l'environnement. À Saint-Symphorien, je suis venue pour faire un mois de résidence d'écriture pour travailler sur le projet de mon troisième livre. Ça nous encourage beaucoup, et après de pouvoir se retrouver dans ce chalet, dans l'écrivain si réputé, là, je suis content. Aux confins de la Gironde, près de la rivière Dordogne, se tient tous les étés le festival Pampa. De jeunes artistes issus de grandes écoles de théâtre inventent au milieu de nulle part un théâtre accessible et exigeant. Le festival Pampa, c'est un groupe d'amis qui font des spectacles ensemble. Donc, on est beaucoup à s'être rencontrés au cours Florent dans un premier temps, et après aussi au Conservatoire national de Paris. Il y a un vrai esprit de troupe dans le sens où il y a une vraie amitié et un réel respect de la parole qui est donnée à chacun. L'intérêt d'être ici, c'est de créer. À la base, c'est vraiment le désir de se retrouver dans un espace ouvert, comme ce champ, et de pouvoir s'exprimer un peu comme on veut, en dehors des sentiers battus, en dehors des institutions, et du coup d'une certaine hiérarchie aussi. En fait, nous, on utilise beaucoup les éléments naturels
Donc on fait en quelque sorte du théâtre de paysage. Le choix de Pampa, je pense que ça vient vraiment de là, de cette idée de théâtre de paysage, la Pampa, l'espace désert où tout peut naître. En attendant la tombée du jour pour Casimir et Caroline de Don von Horvat, la compagnie bordelaise Asma présente un Tartuffe pour le moins iconoclaste. C'est un Tartuffe qui est volontairement pauvre, donc c'est-à-dire qu'on n'a rien. On a un micro, 2 perruques et c'est tout. Une guitare et des cotillons, voilà, pour faire tout ça. Donc c'est l'Alexandrin, le personnage principal, on va dire. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessin. Votre père, madame, a changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il s'est pour cet hymen déclaré hautement. Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. C'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, en a souffert votre âme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Vous allez être à point nommé servi. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie. Et ça, c'est des glands que j'avais ramassés pour notre cabane, pour notre amour. Je les jette. Cette année, on se fait vraiment surprendre, en tout cas par le nombre de gens, et c'est tant mieux. On n'a pas assez de chaises, c'est pas grave. Les gens sont quand même très contents d'être là, de s'asseoir par terre, de se mettre debout, d'assister au spectacle. Et les gens sont beaucoup en attente à chaque fois, tous les ans. Là, autour, par exemple, les voisins qui nous logent, et tout ça, ils attendent le festival maintenant, tous les ans. Et voilà, ils sont très, très contents que ça existe ici, quoi. Quand ça va mal pour l'homme, la femme de valeur ne fait que tenir plus intensément à lui. C'est ce que j'aurais tendance à imaginer. Mais moi pas. Et attends, ça veut éventuellement dire que nous deux, nous devons éventuellement nous séparer? Et que tu joues avec des idées de ce genre? Arrête de me poser des questions. Mais pourquoi, si on ose poser les questions? Parce que là, je suis contrariée. Non mais tu peux pas t'imaginer ce que ces deux messieurs là-bas racontent sur toi. Et que raconte-t-il sur moi? Ils voudraient te saouler. Bah ça va, je tiens le coup. Il est dit ouvertement, monsieur le directeur général. Quoi? Qu'il voudrait que tu sois à lui, érotiquement, dès cette nuit. J'ai ouvert ma maison et j'ai ouvert mon jardin, voilà, à ce festival et à ces comédiens créateurs, parce qu'il faut mettre l'accent sur la création. C'est de la création faite ici. Et on participe à l'émergence de quelque chose dans le domaine du théâtre, dans ce lieu. Et donc mon regard, il est à la fois ravi, il est surpris, il est heureux et il est aussi reconnaissant, finalement, reconnaissant aux spectateurs de nous être fidèles. Le cœur de la presqu'île, non content de verdir et de s'épaissir à mesure qu'on y avance, présente, généreux, de plus en plus de chemins pour tâcher de s'en sortir. Peu comporte d'indications. À quoi? À qui bon? Qui renseigné par ici? Quel étranger s'aventurerait, porteur d'une fragile adresse, dans ce delta? Un réseau de castres mi-fossés, mi-canaux, que recouvre mal à cette heure celui des GPS. Les seuls personnages dans ce paysage, comme sur les gravures du XVIIe siècle, sont incarnés par des ouvriers isolés de loin en loin, penchés au-dessus de la vigne. Alors La Belle n'a pas sommeil d'Éric Holder, c'est un roman qui se passe dans une bouquinerie chez Antoine, qui a une 60aine d'années, et un jour il y a Lorraine qui arrive, une jeune femme blonde qui dévaste un petit peu tout sur son passage. Donc ce livre raconte leur histoire. C'est une histoire amoureuse furtive parce que ça ne dure pas longtemps. Et autour de cette histoire, il raconte un petit peu le Médoc. Dans ce roman, ce qui m'a séduite, c'est que, comme dans tous les romans d'Éric, je trouve, on a l'impression qu'il raconte rien. Et en fait, il y a beaucoup de choses et c'est très profond. Il parle finalement qu'on peut partir, faire beaucoup de voyages, beaucoup de choses, mais pour se connaître, c'est en soi, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il raconte la vie simple, le quotidien. Alors, ce que j'aime dans les romans d'Éric, c'est aussi son style et le vocabulaire qu'il emploie.
c'est toujours des mots, pas forcément du patois, mais des mots un petit peu oubliés, qui sont à la fois très précis et très poétiques. C'est à Sarlat que s'est ouvert une des premières sections cinéma dans un lycée, en même temps que quelques passionnés créent un festival de cinéma. Depuis presque 30 ans, le Festival du film de Sarlat est le point de rendez-vous d'équipes qui présentent leurs films en avant-première. C'est l'occasion aussi pour des lycéens venus de toute la France d'échanger avec des professionnels, mais aussi de réaliser leurs propres courts-métrages. Ce qui est important, c'est que vous allez travailler en équipe et vous allez raconter des histoires en faisant des films. Le cinéma, on le théorise souvent, surtout quand on a des cours, et c'est normal, et c'est bien de faire de la théorie, d'apprendre de la mise en scène, etc. Mais le cinéma, c'est aussi quelque chose, évidemment, d'extrêmement concret. Vous, sur vos films, vous devez avoir un conflit clair. Sinon, le cinéma n'existe pas. La communication entre le réalisateur et le comédien, c'est l'une des choses essentielles sur un tournage. Si vous voulez faire ce métier, n'écoutez pas quand on vous dit c'est pas possible, c'est dur, c'est bouché, etc. En général, les gens qui vous disent ça sont des gens qui ne travaillent pas dans le cinéma. Alors, c'est très dur, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est facile de travailler dans le cinéma. Hein. C'est extrêmement dur. Hein. Mais quand vous êtes motivé et travailleur, tout est possible. Alors la rencontre qu'on vient de faire avec les élèves de Sarlat, c'est pour leur expliquer concrètement ce qu'est la direction d'acteurs et comment préparer leur tournage qui vont avoir lieu demain après-midi. Ici, c'est un pont entre le lycée, donc le lycée professionnel en option cinéma, et la vie professionnelle. Ils vont pouvoir rencontrer des professionnels et aussi faire des films en vrai qui vont être encadrés par des réalisateurs, par une dizaine de réalisateurs dont je fais partie, pour apprendre concrètement à faire du cinéma. Alors, le Festival de Sarlat, c'est le premier festival en France consacré aux lycéens. C'est vraiment sa spécificité. Ce sont des lycéens qui viennent de toute la France, qui sont en terminale option cinéma, et donc qui travaillent, qui ont des ateliers, des conférences. Et le soir, ils vont voir des films avec des grandes vedettes qui sont venues pour eux et pour échanger avec eux. Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Alors, votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Comédie. Bien, le titre. Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle? Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Femme rhéteur avec une laideur. Laideur? Enfin, laideur, non, mais disons un grand nez. Un grand nez? Mais oui. Edmond, c'est évidemment Edmond Rostand. Alexis Michalik a imaginé comment Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac. On est dans le Sud-Ouest. On leur présente un film tiré d'une pièce de théâtre. Le réalisateur vient spécialement à Sarlat. Les comédiens sont là. C'est immanquable. Merci pour votre rapport de dingue. Merci beaucoup. Merveilleux. Pourquoi Edmond Rostand? Parce que Shakespeare était déjà pris. Hein, il y a eu déjà un film avec Shakespeare qui s'appelle... Voilà, Shakespeare in Love. Et moi, ça m'a un peu donné l'idée à l'époque, il y a 20 ans, quand j'ai vu Shakespeare in Love, je me suis dit, ça aurait été bien de faire ça avec un auteur français. Et puis, quelques années plus tard, en relisant Cyrano, j'ai appris, à la fin de Cyrano, il y avait un dossier pédagogique. Et j'ai appris d'abord qu'il avait 29 ans, ce qui est quand même très jeune pour écrire Cyrano de Bergerac, que personne n'y croyait à ce spectacle, et que ça a été le plus grand triomphe de l'histoire du théâtre français. C'est bon le son? Action. J'encadre en fait ces élèves pendant la réalisation qui est un petit court-métrage en fait de 3 minutes. Je vérifie qu'est-ce qu'ils veulent faire eux en mise en scène. J'essaye de voir la compatibilité par rapport à leurs idées, est-ce que ça va bien avec leur film, est-ce que ça va être concret. Je les encourage à parler aux comédiens, voilà, au niveau de la direction d'acteurs et puis aussi à se parler entre eux
Donc si c'est un subjectif, il faut faire vraiment un vrai mouvement où il arrive. Pour moi, c'est très rapide. C'est pas, c'est pas ce genre. Et donc du coup, si c'est ça, y a pas. Je pense que là-dedans, vous le montrez jamais. Ou alors il est très loin. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, c'était hyper speed parce qu'on a que 4 heures et des acteurs qu'on connaissait pas, une réalisatrice qui nous a bien encadrés. Et c'était aussi la première fois que je travaillais avec une réalisatrice, du coup qui guidait vachement plus pour les plans et qui donnait plein de conseils hyper intéressants. Donc c'était cool. En fait, c'est un exercice qui commence début septembre pour 10 lycées. C'est autour d'un thème imposé qui est la métamorphose. Il y a 2 mois d'écriture et ensuite il y a un tournage encadré par un réalisateur. Ici, c'est Valérie Leroy. Et il y a 2 acteurs professionnels qui sont au service des étudiants et de la réalisatrice. Parfait. Donc on est prêt à en faire une? Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'as entendu les infos là? À la rédaction, tout le monde s'affole. Ça part dans tous les sens. Et moi, je pense que les flics ils se trompent complètement. Je suis sur une nouvelle piste là, et à mon avis, c'est la bonne. Coupé. Au niveau du jeu d'acteur, c'est bien ce que vous dites, c'est bon, on a tout ce qu'il faut? Ouais. Okay. Sur le personnage? Ok, on fait le contrôle. C'est super parce que je trouve ça hyper chouette aussi de partager, de voir leur enthousiasme. Je trouve que c'est une très belle opportunité en fait pour ces jeunes. C'est ici que tout a commencé. Une erreur. Et je suis venue à la vie. Je suis sortie de l'obscurité et j'ai ouvert les yeux. Mon nom est Cara. Je suis l'une d'entre eux. Ceci est notre histoire. David Cage, c'est une star mondiale, c'est-à-dire qu'il fait partie des 5-6 grands réalisateurs de jeux vidéo de narration. Il en fait un tous les 5 ans, il en vend 5 millions dans le monde entier. Il est en train d'expliquer aux jeunes à quel point dans le jeu vidéo de narration, on est dans le cinéma, il y a des comédiens. Au lieu d'écrire un scénario, on en écrit 40, puisqu'évidemment, c'est le joueur qui a le rôle principal. Je suis venu parler de notre dernier jeu qui s'appelle Détroit, Become Human, qui parle dans un futur proche de l'arrivée des androïdes. Mais l'idée était surtout de parler des liens entre jeux vidéo et cinéma et montrer comment les deux sont de plus en plus liés, puis aussi donner peut-être envie à certains de ces jeunes demain de faire ce métier. J'écris seul, en grande partie, en tout cas sur Détroit, ça a été le cas. Et par contre, j'ai au studio une équipe autour de moi qui est absolument extraordinaire, qui a beaucoup de patience, qui relie tout ce que je produis. Et là, on est en train de se développer, on recrute beaucoup de scénaristes en ce moment. Comment est-ce que vous pensez qu'un univers qui est aussi large, ça peut évoluer dans le futur? Et moi, je ne bataille pas pour que tous les jeux vidéo se ressemblent et n'avoir que des jeux vidéo comme ceux que je fais, évidemment. Je bataille pour que ce type de jeu vidéo-là ait aussi droit de cité. C'est-à-dire qu'on n'est pas que des jeux vidéo basés sur la violence en boucle, mais qu'on puisse avoir des jeux de l'e-sport, ça me va très bien, des jeux sociaux, des jeux pour un public casual, des jeux narratifs et émotionnels. C'est la diversité du jeu vidéo qui fait sa richesse, et c'est tout ce qu'on défend. Et je pense qu'on va y arriver, je pense que c'est une question de temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a des publics pour toutes ces catégories de jeux, de la même manière qu'il y a différents publics pour différents types de films. Même aujourd'hui où tous les médias existent et on a Internet et autres, malgré tout, on ne pense pas forcément qu'on peut peut-être découvrir le monde. Et le cinéma est un moyen merveilleux de découvrir le monde, notamment le cinéma international. On peut vivre ici en Dordogne, avoir des possibilités, qu'il faut y croire, il faut se prendre en main. Et on ne va pas chercher les jeunes que dans les villes. Les jeunes, ils sont partout et il faut qu'ils croient à leurs possibilités, il faut qu'ils croient à leurs chances. Nous, au-delà de l'aspect purement pédagogique de la semaine que ces 600 jeunes passent avec nous, on essaye de leur donner confiance en eux. Dans le prochain numéro de Chant Libre, focus sur Ouvre la voie ou comment concilier musique et vélo. Pour notre rubrique Vue, Lydie Palaric est partie à la rencontre des habitants de la Haute-Lande. L'accordéoniste Fred Langlais vous emmènera au bout du monde. Vincent Aulinet fait partie de ces artistes d'art contemporain qui font du bien. En témoignent ses réalisations dans 2 châteaux de Dordogne.
Dans la rubrique Lu, l'album Guingouin, un chef de maquis promet une rencontre avec une figure historique de la résistance limousine. Quand la photo se fait documentaire, cela donne Barre Objectif, une pépite dédiée au photojournalisme, et c'est notre grand format. Champ libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.